Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ceux qui nous suivent, et je suis sûr que vous êtes des centaines de milliers derrière vos écrans, pour cette table ronde particulière sur un thème qui nous est tous très cher et d'actualité, recruter autrement. Alors pour ce faire, je vais être accompagné d'un panel brillant, expert sur le sujet, et je vais commencer par donner la parole à Consuelo Benicourt et à David Rioudoir en leur posant une question. Vous présenterez un petit peu en disant qui vous êtes, ce que vous faites, votre entreprise. Et vous nous direz pourquoi l'entreprise, vos entreprises, ont besoin d'élargir leur recrutement, leur vivier, et comment on définit un poste de compétence dans une entreprise selon vous. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. La parole à Consuelo. Bonjour Aziz, donc Consuelo Benicourt, je suis donc directrice RSE au sein de Soprasteria. Soprasteria est donc une ESN, une entreprise du secteur numérique. On sait que le secteur numérique est un secteur dynamique en termes de recrutement, dynamique en termes également d'innovation. Et en revanche, on s'aperçoit que les jeunes ont du mal à s'orienter sur les filières numériques, puisqu'il y a très peu aujourd'hui, notamment de femmes. La représentativité des femmes dans le secteur du numérique est très très faible et également très faible dans les filières. Et puis, par ailleurs, on a des jeunes qui s'orientent sur des filières qui sont très exigeantes, mais qui en revanche ont peu de débouchés professionnels. Et c'est à partir effectivement de ce constat qu'on a commencé effectivement à travailler. Alors c'est vrai que le numérique, quand on dit on travaille dans le numérique, on a du mal un peu à se projeter. C'est vrai que quand on dit on est médecin, on est dans un cursus de médecine, on est infirmier, on a des représentations tout de suite très simples qui se font. Et les métiers du numérique, il y a une multitude de métiers qui sont pas si simples que ça à se représenter. C'est la raison pour laquelle les acteurs du numérique doivent également faire un effort de pédagogie, et c'est vraiment notre rôle également là-dessus. Alors nous, Soprasteria, comment on a agi justement pour élargir nos canaux de recrutement. Alors tout d'abord pour nous, c'est déjà un enjeu business, c'est un secteur effectivement qui recrute beaucoup, mais c'est aussi un enjeu d'innovation, puisqu'aujourd'hui l'innovation c'est quoi ? C'est la confrontation finalement des représentations, et pour permettre justement d'offrir des solutions, des développements qui soient le plus vertueux possible et le moins biaisés, c'est important pour nous de diversifier les canaux. Alors on a pris l'action avec 3 leviers. Le premier, comme je disais au démarrage, c'est l'orientation. On voit l'orientation scolaire. On voit que là déjà il y a un premier frein. Ensuite il y a le fait d'identifier, de se rapprocher finalement de cette population qui n'aurait jamais l'idée de venir postuler chez nous, et nous on n'aurait jamais l'idée d'aller les chercher. Et puis après, le troisième levier, c'est finalement l'accompagnement et la formation. Donc sur le premier levier qui est l'orientation scolaire, on a ouvert les portes de nos entreprises à des stagiaires, à des collégiens de 3e. Il y a des lycéens également dans le cadre des stages de 3e. On a également été sur le terrain, puisque aujourd'hui nos collaborateurs et collaboratrices vont dans les collèges, vont dans les lycées pour promouvoir les métiers du numérique et puis rendre ces métiers beaucoup plus lisibles pour les jeunes. Et puis pour terminer, on a également des programmes de soutien scolaire, notamment des lycéens, de lycéens en situation de handicap. Sur le deuxième levier, qui est l'identification, là, effectivement, on s'est rapproché des acteurs de l'insertion, comme Pôle emploi. On travaille beaucoup avec Pôle emploi et très récemment avec Diversité, qui sont finalement des acteurs qui nous permettent à un moment donné de nous rencontrer. C'est cette population qui n'est pas dans le numérique et de nous rencontrer, de voir ensemble si on peut ou pas faire un chemin et s'ils sont intéressés par le sujet. Et le troisième levier que j'évoquais, c'est donc la formation et l'accompagnement,
qui est là aussi très important. C'est ce qu'on évoquait, c'est le fait d'adapter nos processus de recrutement. Ça, c'est très important, de travailler sur la communauté des acteurs recrutement qui forcément vont avoir des jeunes qui ne sont pas aguerris à l'entretien de recrutement. Donc, c'est important de recadrer ce point. Et puis également de mettre en place des tests, notamment des tests d'aptitude numérique, d'abstraction verbale, pour voir ensemble avec ces jeunes si effectivement ils ont la capacité de monter la marche justement du numérique et d'éviter au bout de 5, 6, 7 mois, 8 mois une déception forte. Et donc, suite à ça, ceux qui ont réussi avec succès les tests, il y a un entretien avec nos acteurs RH, mais également opérationnels, pour vraiment s'assurer du fait qu'ils aient fait ou pas leur deuil. Parce qu'on peut avoir la compétence, mais faire le deuil d'études sur lesquelles on s'est projeté pendant 5 ans, 6 ans, parfois 10 ans en doctorat, c'est quand même très compliqué à un moment donné de se dire j'ai plus de voie, j'ai plus d'orientation là-dessus, il faut que je me réoriente vers autre chose. Donc voilà, si vous voulez, le travail qu'on a effectué sur la diversification des canaux. Super, vous venez de parler d'études, vous venez de parler de doctorat. Je vais passer la parole à David Rivoire, parce que forcément, qui dit études dit bagage, qui dit bagage dit aussi une autre forme pour pouvoir être recruté, c'est la VAE, et je crois que c'est votre spécialité. Oui, absolument. Donc moi, je dirige Les Deux Rives que j'ai fondé en 2004, qui a 2 particularités. C'est un organisme de formation qui ne fait pas de formation, puisqu'on est spécialisé en validation des acquis de l'expérience, quelque chose de bien particulier, et qui permet donc de transformer l'expérience en diplôme. Et je vais essayer de faire un lien avec le sujet du recruter autrement. Et le sujet, j'y suis particulièrement sensible parce que la deuxième particularité qui est la nôtre, c'est qu'on est une entreprise ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. Et donc, en fait, nous, depuis le démarrage de notre activité, ce qui nous intéresse, pas tant de diplômer les gens, c'est de comprendre ce qui, dans ce mécanisme, peut les faire grandir, les faire devenir agiles et créer de l'employabilité ou accélérer du retour à l'emploi. Et ça, on fait beaucoup de recherche et développement là-dessus. Alors, évidemment, recruter autrement, nous, on se l'est toujours appliqué en tant qu'entreprise sociale, mais bon, on est une PME, alors je ne vais pas vous parler de nos nombreux enjeux de recrutement parce qu'on est 30 personnes. Néanmoins, on a rejoint le groupe ADECO le 30 juillet dernier, donc on a des projets ambitieux sur la manière de développer la VAE en France. Et elle est mal connue, mal notée, on n'en connaît pas le potentiel et pourtant elle regorge d'un potentiel énorme. Et même si ce que je peux vous dire en tant qu'observateur, c'est qu'il y a énormément de gens non diplômés très compétents en France, et pas 5%, il y a plus de 40% d'autodidactes en France. Il y a un truc qu'on sait moins, mais c'est la dernière stat que j'ai vu passer, c'est 58% des gens inscrits au Pôle emploi n'ont pas le bac. Donc effectivement, si on reste dans des postures de dire je vais recruter des diplômés, ça va être compliqué. Donc effectivement, on est tous obligés d'inventer de nouvelles méthodes. On entend aussi beaucoup parler des soft skills, et nous, c'est ce qui nous a beaucoup intéressé dans la VAE, qui, on ne le sait pas toujours, mais requiert un exercice d'analyse réflexive et de récit autobiographique professionnel qui met dans cette posture-là justement d'analyse de son vécu et qui, au-delà de faire émerger les compétences techniques et de les valoriser à travers un diplôme, fait prendre conscience de sa valeur et remet en mouvement. Et je pense qu'il y a un malentendu dans la VAE depuis 18 ans, c'est que c'est pas un point d'arrivée, le diplôme, c'est un point de départ. Et ça, c'est très riche et c'est très intéressant. Alors nous, on est allé plus loin, et c'est là que je vais faire le lien avec le sujet du recrutement, parce que la VAE, on pense que c'est prendre les acquis de quelqu'un et les transformer en diplôme. Alors, on le pense et c'est vrai, c'est le cas, mais c'est pas que ça. La VAE, on peut lui donner beaucoup de formes. Nous, on l'a développé sous plusieurs formes. La première, c'était la VAE hybride, qui permet d'hybrider la valeur de l'expérience et un complément de formation, et qui permet donc finalement de devenir une action, de monter en compétence, pas seulement une action de regarder dans le rétroviseur et de valider un acquis déjà existant. Et on s'aperçoit que pédagogiquement, quand on mêle une analyse réflexive de son passé et qu'on la met en miroir d'un nouvel apport théorique, il se passe quelque chose de très intéressant en termes d'efficacité pédagogique et de mise en mouvement. Ceci dit, le sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est ce qu'on a appelé nous la VAE inversée. Et là, accrochez-vous parce que c'est un peu compliqué, mais simplifiez tout. Hein. Je vais essayer de simplifier. En VAE, c'est ma vie d'essayer de vulgariser. C'est très compliqué, mais la VAE inversée part du principe que si on est capable aujourd'hui en France de dire que des acquis peuvent être transformés en diplômes, si on dit que parallèlement à ça, on a, alors les chiffres changent tout le temps, mais on va dire que c'est environ 100 000 jeunes qui quittent le système scolaire chaque année sans diplôme, et donc qu'on est bien obligé de se dire à un moment donné qu'il n'est pas adapté à tous. Est-ce qu'on peut se dire que dès lors qu'on est capable de valider des acquis quand des gens n'ont
par eux-mêmes développer une expérience, est-ce qu'on ne pourrait pas créer des conditions de développement d'une expérience dans le but de la diplômer par le travail ? Et donc créer une voie alternative à l'échec scolaire qui serait de dire si tu n'as pas été adapté à l'école, on va te créer une expérience et c'est cette expérience qui va te diplômer. Et donc nous, on a beaucoup bossé là-dessus il y a 3-4 ans. La première condition, c'était de trouver des entreprises qui étaient d'accord pour nous suivre et accueillir des jeunes pour leur proposer une expérience, ce qui n'a pas marché, parce que c'est un peu ce qui bloque actuellement, c'est-à-dire on veut pas recruter des gens qui n'ont pas de qualification, pas de diplôme. Donc en tant qu'entreprise sociale, ça c'est notre dada à nous, c'est d'essayer de démontrer que ça fonctionne. Donc on a créé notre propre entreprise. On a créé un centre d'appel dans les quartiers nord à Marseille. Pourquoi un centre d'appel ? Parce que c'est un métier en tension, et c'est un métier qui va rester en tension, parce que malgré toute l'automatisation, la digitalisation, la robotisation qui arrive, la relation client devient encore plus prépondérante parce qu'il y a besoin de faire cohabiter les hommes et les machines et beaucoup galèrent avec ça. Donc la relation client, c'est un métier d'avenir et on a du mal à recruter. Il y a eu beaucoup de boîtes qui sont parties offshore. Enfin, c'est un vrai sujet. Puis le deuxième sujet, c'était que dans notre marché, nous, il y a le CPF qui est arrivé, ça devenait B2C. Donc on avait besoin de créer notre centre d'appel. On s'est dit, on va le faire en essayant de démontrer que la VE inversée, ça marche. La VE inversée, donc c'est quoi ? C'est recruter quelqu'un et l'accompagner quotidiennement, hebdomadairement, dans un parcours de montée en compétences basé à 100% sur la situation de travail. Et vous savez que dans la dernière loi de 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, on a créé officiellement la notion de FEST, de formation en situation de travail, qui en fait a toujours existé et qui était d'ailleurs matérialisée par la VE, puisque la VE, ce n'est rien d'autre que valider des acquis venant d'une situation de travail. Néanmoins, là, on l'a gravé dans le marbre dans la loi. En fait, ce qu'on a dit, c'est qu'elle était finançable. Et donc, du coup, ça ouvre de nouveaux horizons pour créer des programmes diplômants et au lieu de les créer a posteriori comme a vécu la VE pendant 18 ans, les créer a priori. C'est-à-dire qu'on embauche ces jeunes en alternance, donc c'est des contrats que vous connaissez, des contrats de professionnalisation, que vous connaissez sous la forme de je vais à l'école le lundi et le mardi et puis je vais en entreprise du mercredi au vendredi. Moi-même j'ai fait 5 ans d'études en alternance, donc je connais bien ce système-là. Il y a quand même une certaine forme d'hermétisme encore entre le moment que je passe à l'école et le moment que je passe en entreprise. Et de toute façon, ça s'adresse à des gens qui ne sont pas en échec scolaire, puisque par définition, je retourne à l'école, je suis un programme pédagogique et je dois passer un examen national. Donc dans une VE inversée, on est dans un contrat pro, sauf que dans ce contrat pro, on est 100% dans l'entreprise, et les 14 heures dédiées habituellement à la formation du lundi et du mardi sont dédiées à l'accompagnement du couple tutoré dans l'entreprise, par la méthodologie de la VE, c'est-à-dire par l'analyse de mon quotidien professionnel, qui suit le référentiel de compétences du métier, donc du diplôme, et donc qui passe par la mise en mots, l'écriture, la rédaction accompagnée, et qui permet d'ancrer les apprentissages au fur et à mesure, et au bout de 12 à 18 mois, d'aller chercher un diplôme exclusivement par le travail. Et donc ça marche depuis 3 ans chez nous déjà, dans notre centre d'appel. L'étape d'après qu'on a franchie il y a 1 an et demi, c'est de recruter la totalité de nos métiers support au siège par ces contrats-là, avec des histoires contrat pro, CDI derrière qui sont assez sympas. Et la bonne nouvelle, nous, qu'on constate maintenant, c'est que nos clients, grands groupes, grandes entreprises qui ont des problématiques de recrutement et de métiers en tension, qui sont coincés en disant on ne peut pas envoyer quelqu'un 18 mois en formation, on a besoin de recruter maintenant, tout de suite, ont l'occasion maintenant de devenir de vraies entreprises apprenantes en embauchant des personnes, pas forcément que des jeunes en échec scolaire, ça peut être des gens éloignés de l'emploi, ça peut être n'importe qui, sous ces contrats-là, et en les formant et en les diplômant, en les faisant accompagner comme ça. Alors, merci David. Vous nous parlez beaucoup de jeunes. Je vais me tourner vers Jean-François Gore, Fédération française du bâtiment. Vous, dans votre domaine, qu'est-ce que vous faites pour ces jeunes ? Comment vous les recrutez ? Quels sont les process ? Qu'est-ce que vous mettez en place ? Alors, je pense qu'on a des problématiques finalement assez proches, mais dans un cadre peut-être un peu différent. Donc le secteur du bâtiment, c'est de l'ordre de 2 millions d'actifs, plus de 400 000 entreprises, si je ne compte pas les 0 salariés. 72%, 5 salariés. Après, on décline, on a 1500 entreprises qui ont plus de 10 salariés. Bon. Et 200 qui en ont plus de 200 salariés. Donc, on a finalement des process qui sont anciens, qui perdurent dans le temps. Donc, j'aurais tendance à dire que nos processus restent quand même assez identiques dans le temps.
finalement. On est toujours sur des logiques assez classiques, là aussi, d'aller chercher, de faire, pas plus tard que ce matin, on organisait un live qui s'appelle Les coulisses du bâtiment, vous pouvez voir sur YouTube, où on pouvait visiter un chantier pour rencontrer des professionnels. Enfin voilà, on a des dispositifs qui finalement sont assez bien rodés. On est finalement aussi assez dépendant du dispositif français qui met en avant finalement la certification, le diplôme, alors même que nos professionnels attendent plutôt une qualification au sens qualifié, c'est-à-dire savoir faire un certain nombre de choses. Donc je pense qu'on l'a tous finalement, ce hiatus. Et ce qui vient d'être évoqué tout à l'heure, enfin ce qui vient juste d'être évoqué, justement fait ce lien et gomme une partie de ce hiatus. En tout cas, sur le secteur du bâtiment, on fait énormément de choses. On forme du niveau du CAP jusqu'au niveau d'ingénieur. En revanche, si on recrute autrement, je dirais qu'on recrute d'autres personnes. On recrute pas autrement, on continue à recruter comme on a toujours recruté. Quand on regarde aussi quelles sont les personnes qu'on recrute, on se rend compte qu'on met beaucoup d'énergie sur les jeunes, alors même que nos entreprises recrutent principalement du public adulte. En région parisienne, c'est 70% des recrutements sont des personnes qui ont plus de 25 ans. Donc ça aussi, je pense que c'est une problématique qu'on doit intégrer dans le cas du recrutement. Et donc pour faire le lien avec ce que je viens de dire, c'est que finalement, on est sur un recrutement donc de public adulte, ou en tout cas, on est sur un recrutement de plus en plus fréquemment lié à des jeunes qui ont poursuivi leur parcours d'études et qui, à un moment, se sont posés un certain nombre de questions, n'étaient pas en phase avec leur formation, qu'on retrouve en fait dans nos CFA, dans nos centres de formation, qui préparent des CAP, qui est en fait le diplôme de base pour avoir le métier. Hein. On est sur des niveaux de base, des niveaux 5, on apprend les gestes techniques, vont avoir des parcours qui vont durer 1 an, puisqu'en fait le reste des connaissances, des savoirs, ils sont censés être acquis, vont faire leur CAP en 1 an et vont pouvoir donc intégrer le secteur, mais intégrer le secteur en apportant à la fois les connaissances qu'ils ont acquises par ailleurs, dans d'autres métiers ou dans d'autres, enfin, des domaines très numériques, enfin voilà, de partout. Ils viennent de partout, mais ils trouvent finalement dans le secteur des éléments de valeur. Or, on s'est rendu compte, nous, que finalement, quand on communiquait, on faisait la promotion de nos métiers, on la faisait principalement sur les métiers, justement, et peu sur la question des valeurs. Or, une dernière enquête qu'on a fait, enquête Ipsos, on se rend compte que si le grand public, on va dire ça comme ça, souhaitait travailler dans notre secteur, il le ferait pour les valeurs. Il les ferait pour des valeurs qui sont le chantier, c'est collectif. Quand je fais quelque chose, ça a un sens. Et je suis fier de ce que je fais parce que ça laisse une trace dans le territoire. Je raconte toujours l'anecdote. Vous êtes assis à côté d'un professionnel dans sa voiture, il vous accompagne jusqu'à la gare et au fur et à mesure que vous avancez, il vous dit alors j'ai fait ça, là j'avais tel problème sur tel chantier. Cet ancrage mémoriel, technique dans le paysage est très important. Et finalement, on se rend compte que ces questions de valeur nous permettent de dépasser ce que sont les stéréotypes sur nos métiers. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on doit aussi combattre, c'est les stéréotypes, c'est-à-dire cette vision générale qu'on peut avoir sur nos différents métiers, qui se construisent au fur et à mesure. Bien souvent, on va avoir une communication très poussée pour faire sauter ces stéréotypes. Et comme je dis souvent, il suffit d'une photo dans un article d'un journal pour le stéréotype revient. Donc chez nous, le stéréotype, il est assez simple. Si vous n'êtes pas bon aux études, vous êtes maçon ou peintre, et vous allez travailler alors, dans le froid quand vous êtes maçon et dans le chaud à l'intérieur. Et puis si vous êtes bon aux études, vous êtes architecte. Et finalement, au milieu de tout ça, on a plus de 30 métiers, on a des métiers qui changent en permanence, on est confronté à des problématiques de numérique, on est confronté à des problématiques de développement durable, on est confronté à des problématiques très différentes finalement qui nous éloignent de cette vision stéréotypée que finalement on a tous des métiers. C'est bien ça notre problème. Je finirai mon intervention juste sur ça.
on a, comme je l'ai dit, on met beaucoup d'efforts sur les jeunes, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille sur les publics. Actuellement, il y a un travail sur la reconversion professionnelle. Là, je pense qu'il faut que nous, professionnels, on aille y mettre le nez et qu'on regarde ce qui est en train de se passer et ce qu'on est en train de portes qu'on est en train d'ouvrir pour un certain nombre de personnes qui vont être dans des secteurs où il y aura moins de travail et dans d'autres, il y aura des besoins. Donc, du public adulte. Et deuxième point, donc peut-être moins parler de nos métiers, paradoxalement, mais plus des valeurs que portent nos métiers. Je pense que c'est un point qu'on doit là aussi mettre en avant. Je crois que vous avez aussi beaucoup travaillé sur les questions d'alternance, surtout sur un public jeune. Oui, pardon. C'est vrai que je suis là aussi pour ça. La question, chez nous, l'alternance, en fait, elle est culturelle. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que on a deux voies en fait d'accès au métier. On a soit la voie scolaire, soit la voie par l'alternance. La voie par l'alternance est clairement la plus efficace des voies. Tous les chiffres nous montrent, les études du CEREC avec des suivis de cohorte le montrent de manière, mais alors flagrante. Ce qu'on trouve, nous, dans l'alternance, c'est cette question de culture de métier. Parce qu'en fait, on fait partie de ces métiers qui, comme ils produisent techniquement par les mains, finalement, ils transforment la personne. Un jeune que vous avez en CFA en début d'année et un jeune que vous avez en janvier n'est plus du tout le même jeune, tout simplement parce que le passage par le chantier, le travail par l'équipe, finalement, je dis que la formation s'est déformée, mais l'a façonnée, l'a déformée. Et cette question de culture, il va l'acquérir par l'alternance. Alors l'alternance qui peut être, on a des taux de rupture importants, qui peut être très violente parce qu'il peut y avoir une exclusion du collectif. Donc ça, on va le gérer par la formation des tuteurs. On a un accord en 2004 qui permet de certifier les compétences des tuteurs, qui peut être traduit sous du monitoring aussi. Enfin voilà, on sait que c'est en tout cas un facteur de succès pour éviter ça. Mais en tout cas, la question de l'alternance, pour nous, elle existe depuis très longtemps. Il faut qu'on la structure, qu'on l'organise, parce qu'elle est, elle est à la fois une source de réussite, mais elle est aussi une source de rupture. En tout cas, clairement, pour nous, l'alternance, c'est le façonnage et c'est l'acquisition des éléments qui vont faire la différence entre le gamin qui aura le diplôme et le gamin qui aura le diplôme, mais finalement l'habit du professionnel parce qu'il l'aura acquis dans l'expérience. Super, merci. J'espère que nos auditeurs continuent à nous suivre. J'ai oublié d'ailleurs de vous dire que vous pouvez poser vos questions sur le chat à nos experts, nos intervenants. Dans nos experts, nous avons Stéphanie Denis-Le-Serre, qui est DRH à Page Group, présidente à compétences égales. Donc la question, elle va être directe à la DRH, à la spécialiste du recrutement. Comment on peut faire évoluer les process de recrutement? Jean-François tout à l'heure a utilisé un mot, stéréotype. Comment on fait pour recruter sans tomber dans les stéréotypes? Comment on fait pour recruter en étant sûr qu'on ne discrimine pas? Qu'est-ce que vous avez mis en place, vous? Et puis, bien évidemment, parce que ceux qui nous écoutent aujourd'hui veulent des conseils, un retour d'expérience, qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller en tant qu'expert? Alors, bonjour. Ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup de questions, mais je vais essayer d'y répondre. Bonjour à tous. Oui, effectivement. Alors, moi, je suis DRH au sein de Page Group, donc c'est Michael Page, page personnelle. Donc, effectivement, nous, on travaille au cœur de tous ces recrutements et on a fondé, ça va faire maintenant bientôt 15 ans, une association qui s'appelle La Compétence Égale avec d'autres professionnels du recrutement pour travailler ensemble sur toute la question de la diversité dans le recrutement et pour promouvoir la diversité dans le recrutement dans les parcours professionnels. Donc au tout départ, il y a 15 ans, cette question, elle a beaucoup touché la lutte contre les discriminations, la formation absolument de tous les recruteurs à la lutte contre les discriminations, la mise en place d'outils pour justement éviter tous les stéréotypes, aller rechercher des candidats qui ne seraient pas, je dirais, naturellement candidats à un poste. Et on était à l'époque dans une ère je dirais beaucoup moins digitale, où les candidats étaient surtout ceux qui répondaient à des annonces et où la force de chaque cabinet, c'était un petit peu sa propre base de données. Et donc, chez À Compétences Égales, on a énormément travaillé pour former, faire des guides et déconstruire un peu tous les stéréotypes.
Et puis, depuis quelques temps maintenant, on se rend compte que le monde du recrutement a évolué de manière complètement différente. On se retrouve dans un contexte qui est radicalement différent, puisque la donnée, elle est présente au quotidien sur le web. Les bases de données, elles sont accessibles absolument à tout le monde, et on voit émerger énormément de nouvelles techniques de recrutement. Donc, dans ces techniques de recrutement, nous, on a énormément travaillé déjà sur l'impact des réseaux sociaux et de ce que ça pouvait créer comme stéréotype et de l'utilisation dans le recrutement, hein. Et puis, on a beaucoup travaillé ces dernières années sur l'impact de toute la robotisation autour du recrutement. Alors, on parle pas mal de traitements algorithmiques aujourd'hui, qui sont plus du tout de la prospective, hein. On est vraiment aujourd'hui dans l'utilisation de ces outils-là. Et de tous ces traitements qui vont viser finalement à aller traiter cette énorme masse de données qui est présente, mais qui n'est pas forcément triée, et qui a vocation, s'ils sont bien utilisés, à dépasser un peu, je dirais, ce qui se trouve dans le CV pour aller un petit peu plus loin. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'information qui est présente dans le CV va être parfois un peu réductrice, et on s'intéresse notamment énormément aux compétences, je dirais, du candidat qui vont au-delà, et on parlait des soft skills tout à l'heure, ça en fait partie. Alors pourquoi nous, association de promotion de la diversité, on s'intéresse beaucoup au traitement algorithmique ? C'est qu'on y a vu une espèce de... alors pas nous association, mais ça a été présenté beaucoup comme étant un outil de vérité objective absolue. Il y a un peu ce fantasme, et il y a une utilisation aujourd'hui qui se fait de plus en plus. Alors quelle forme ça prend ? Ça va beaucoup prendre la forme de ce qu'on appelle du matching prédictif. Donc on va essayer de matcher grâce aux algorithmes des candidats avec des offres d'emploi. Ça prend la forme effectivement beaucoup de nouveaux sourcing, on va beaucoup cibler les candidats, et on va définir un peu des profils types pour ça se passe faire matcher comment ? ces C'est candidats. des mots-clés sur les CV qu'on va chercher, c'est les profils, Alors, il justement, y a de la morphopsychologie, ça se passe comment ? Alors c'est très intéressant comme question, parce que justement, en fait, un traitement algorithmique, c'est une suite logique, c'est une suite de raisonnement logique. Donc, a priori, ça devrait être quelque chose d'assez compréhensible et transparent. Sans être data scientist, on peut se le faire expliquer. Et on doit pouvoir se le faire expliquer. Mais aujourd'hui, il y a énormément de propositions sur le sujet, hein. Il y a un nombre d'acteurs très hétérogènes sur le sujet qui proposent donc ces traitements qu'on vient plugger, parfois dans une entreprise, ou qu'on développe à travers un logiciel. Comment ça marche ? Très simplement, on va définir, grâce à toutes les données qu'une entreprise va pouvoir fournir, par exemple, des parcours types qui ont réussi dans l'entreprise. Alors, quel est l'intérêt ? On va aller au-delà du CV, on va aller au-delà du diplôme. C'est pour ça qu'il me semblait intéressant qu'on en parle aujourd'hui. Puis on voit beaucoup tous ces nouveaux modes de recrutement se développer. Et on va essayer d'aller chercher d'autres éléments dans le parcours de candidature. Et ces outils vont prendre parfois d'autres formes. On voit émerger des recrutements par vidéo, par exemple, où on va aller carrément analyser les réactions du candidat, et on va y attribuer un certain nombre de réactions. On va bien algorithme leur attribuer finalement des éléments de personnalité et dire si le candidat est ou non s'il a un potentiel de réussite fort dans l'entreprise. Donc quand je vous dis ça, effectivement, chez la compétence égale, on émet un certain nombre de réserves par rapport à ces nouveaux outils. Ça occupe énormément le défenseur des droits et la CNIL en ce moment, parce qu'il y a vraiment beaucoup de nouveaux outils de ce type. Je vais être provocateur, c'est la fin du recruteur ? Alors non, justement, je pense que justement, et c'est à nous de beaucoup insister là-dessus, c'est toute la raison d'être du recruteur. Pour moi, l'humain doit rester absolument au cœur de tout ça. C'est quoi notre vocation chez la compétence égale ? C'est pas de venir dire ces outils-là n'existeront pas demain, on doit les empêcher. La réalité, c'est que c'est le sens du développement que ces outils se multiplient. Mais on a une responsabilité énorme, nous, de faire en sorte, première chose, que ces outils soient transparents et compréhensibles. Il y a une intelligibilité de ces outils qui doit être vraiment exigée. Qu'on forme énormément les DRH à poser les bonnes questions, à exiger de la transparence, à exiger des audits, à exiger un certain nombre de garanties avant de les mettre en place. Que les entreprises qui les utilisent sachent que c'est un outil et qu'elles doivent garder un sens critique très fort par rapport à l'utilisation de ces outils,
qu'elles doivent rendre compte aux candidats et que cet outil ne doit pas se substituer à la décision. Donc nous, aujourd'hui, notre vocation, c'est qu'on a mis en place une charte qui s'appelle Algorithme, recrutement et intelligence artificielle, avec, je dirais, 10 points qui nous paraissent essentiels pour garantir pas la fiabilité, mais en tout cas une utilisation responsable de ces outils et leur laisser la place qu'ils doivent avoir, c'est-à-dire une place d'outils qui doivent être utilisés comme tels, en veillant vraiment à la manière dont ils ont été configurés et quelles données ont pu être entrées dedans et comment elles ont été exploitées. Et comment on forme alors les formateurs au recrutement, la formation des recruteurs dans tout ce cadre, avec cette aide à la décision, avec cette nouvelle vision sur les soft skills, on en reparlera tout à l'heure, j'ai d'autres questions. Consuelo, la question de la formation des recruteurs avec des nouveaux profils, comment on fait chez Sopra Steria et d'une manière générale, quelle est votre vision sur le sujet ? Écoutez, pour nous, ça nous semble essentiel. Comme j'expliquais tout à l'heure, quand on va recruter un jeune qui a fait biologie, chimie ou géographie, on ne va pas aller chercher, on va pas mener son entretien de la même manière. Donc, effectivement, on a mis en place des formations à la non-discrimination, finalement, auprès de ces recruteurs. Et on a également, tous les ans, on appelle ça le Tour de France, une formation justement autour de la déconstruction des stéréotypes, qu'ils soient de genre ou qu'ils soient d'origine, etc. Donc on a un travail de fond, mais pas uniquement sur la population des recruteurs, puisque chez nous, la population du recruteur est quand même assez vaste. Il y a la communauté RH, mais il y a également tous les acteurs de recrutement, qui sont les opérationnels, nos ingénieurs, qui contribuent également sur ce processus de recrutement. Donc on est bien sur ces deux volets. Et sur la reconversion, ce qui est quand même aujourd'hui un point important, puisque nous, Sopra Steria, on recrute à peu près 3000 personnes par an, 3000 CDI, et on accueille à peu près 800 stagiaires par an. La reconversion, ça représente entre 200 et 300 jeunes qu'on recrute, qui sont issus vraiment de filières différentes. Alors c'est vrai que dans nos métiers, le niveau d'études, en tout cas d'expérience, est importante. Donc c'est pour ça qu'on donne aussi la chance, au travers de l'alternance, à des jeunes qui ne sont pas aujourd'hui diplômés d'y arriver grâce effectivement à cette partie pratique de l'entreprise qui est super intéressante au niveau de l'alternance. Donc voilà. Donc sur le processus de formation, on a 2 formations qui s'adressent à la communauté et aux managers. Jean-François ? Oui, en fait, on a tous un peu la même problématique, c'est-à-dire qu'il faut connaître. On aille chercher finalement hors du champ classique de la formation dans nos domaines des gens qu'on est susceptible de faire rentrer dans des parcours particuliers. Il y a en effet la question du recrutement des stéréotypes, mais on se balade tous avec nos stéréotypes, hein, donc voilà. Et parfois, on a même, pour avoir travaillé sur la question d'égalité des chances et l'intégration des femmes sur le secteur du bâtiment, il y a un stéréotype classique. Un des stéréotypes classiques pour le bâtiment, c'est dire quand il y a une femme sur le chantier, le chantier va être propre. Intéressant comme stéréotype, c'était un argument qui était donné, mais c'est un argument positif. Hein. C'est pas négatif. C'est dire si on fait rentrer des filles sur le chantier, négatif pour les hommes quand même. Oui, mais bon, voilà. Pour les femmes, donc, j'ai envie de dire. pour montrer qu'on est aussi générateur de stéréotypes et qu'on manipule tous des stéréotypes. Donc, il faut qu'on élargisse nos recrutements. Alors, on utilise tous nos technologies. Pôle emploi, les tests d'habileté, par exemple, qui sont un truc qui est absolument génial, qui permet d'ouvrir. En fait, c'est ouvrir pour le public le champ des possibles, parce que c'est ça. Alors, quels sont ceux qui ouvrent finalement ce champ des possibles? Alors, en effet, il y a toutes les structures d'insertion qu'il y a partout, et elles sont très nombreuses, et parfois on a du mal à travailler tellement elles sont nombreuses, mais ça n'empêche qu'il faut quand même travailler avec elles. Mais je veux venir surtout à une catégorie, ce sont les prescripteurs. En fait, ce sont toutes ces personnes qui sont sur le terrain, à qui on a donné une mission de parler de notre métier. Donc il faut leur faire connaître le métier. Il faut qu'ils sortent de la question des stéréotypes. Et derrière, après, il faut déconstruire les stéréotypes pour dire, voilà, il est possible de travailler dans, pour nous, le secteur du bâtiment. Donc c'est vrai qu'on mène tous des actions à tous les niveaux, à telle enseigne que l'éducation nationale nous dit, on peut plus là, c'est pas possible. Ce serait tous les jours qu'il faudrait faire une action dans un métier différent.
je pense que la solution, en effet, ça a été évoqué, c'est ces 100 000 gamins qui sortent du système scolaire sans rien. Là, il y a des choses à faire. Il faut les rattraper, ces gamins. Il faut travailler avec eux. Je veux dire, c'est un pari social qu'on doit avoir et qu'on doit faire. On doit aussi travailler dans ces 100 000. Il y a aussi un certain nombre de gamins qui sortent de l'université. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Il faut aussi travailler avec les universités, voir comment on fait pour récupérer ces gamins. Et puis après, mais je pense que ça commence dès l'éducation, enfin dès la sixième, la cinquième. Sur l'opération qu'on mène, par exemple, sur les coulisses du bâtiment, au départ, on travaillait surtout avec les troisièmes. Alors en fait, les troisièmes, le gamin, celui qui n'a pas les bonnes notes, il sait déjà qu'il va aller dans le bâtiment ou pour les filles dans le domaine du l'accompagnement, enfin le social, éducatif et social. Bon, c'est dès la sixième qu'il faut commencer à travailler, leur faire connaître les métiers. Et puis je remonterai d'un cran. Dans les prescripteurs, jamais oublier les parents. Et dans les parents, nous on a 2 millions de parents. Ça comme ça. Donc on travaille aussi avec la question des parents. Dans les parents, c'est aussi la manière dont on parle de notre propre métier, puisqu'on a aussi une responsabilité. Quand on rentre chez nous le soir, généralement, quand on parle de notre métier, on parle surtout des problèmes qu'on a eus, on parle rarement de comment ça s'est passé. Bon, voilà, donc c'est un travail très, très, très large. Donc je dirais toutes les initiatives qui consistent à utiliser d'autres voies, d'autres manières de faire, ça fait partie des bonnes pratiques. Et je pense qu'un chef d'entreprise, il doit de temps en temps, en effet, sortir de son entreprise, aller voir le lycée d'à côté pour voir qu'est-ce qui s'y passe, les rencontrer, faire rentrer faire rentrer le monde éducatif dans l'entreprise aussi. On le fait depuis un certain temps. Parfois c'est compliqué, mais il y a quand même des belles réussites. Alors moi j'ai une question pour tous les quatre. Il y a un débat actuellement sur les soft skills. Tout le monde en parle. Je voulais avoir le retour de ce brillant panel sur l'avenir du diplôme. Alors bien sûr, la VAE, bien sûr, dans un certain nombre de métiers techniques, numériques, ça semble évident et important, mais on a de plus en plus ce débat. Est-ce que la soft skills va ringardiser le diplôme ou pas ? Je pense qu'il ne faut pas les opposer. En fait, le diplôme, alors j'ai envie de parler à l'avenir des diplômes, parce qu'on a des carrières qui sont en train d'évoluer totalement, et demain, les carrières seront plus du tout linéaires, ou seront vraiment les jeunes qui arrivent sur le marché du travail n'auront pas un seul employeur. Et il y a un enjeu qui est très très fort de pouvoir les former pour accéder au premier emploi, mais ensuite de leur offrir en permanence des formations. Ils sont très très demandeurs. Nous on le voit, les candidats aujourd'hui, c'était absolument pas le cas il y a 15 ans. Ils nous disent qu'est-ce que cette entreprise va m'offrir comme formation. Donc ces formations continues pendant toute la vie qui fait que ce diplôme en fait initial en France, il reste important, même si on le combat et où on va vraiment avoir une approche plus par les compétences. Mais se former tout au long de sa carrière et multiplier les formations diplômantes pendant sa carrière, c'est essentiel pour être capable, je dirais, de suivre la transformation, suivre le changement, se réadapter. Il faut une agilité qui est très très forte. Et par rapport à ça, je dirais déjà les diplômes. Et puis pour nous, les soft skills, c'est pas du tout à opposer aux compétences techniques ou à l'expérience. En fait, ça fait partie de la compétence de manière générale. Alors c'est vrai que là où on doit encore travailler, c'est sur l'évaluation des soft skills. Mais elles sont essentielles puisque aujourd'hui, c'est ce qui va permettre à une personne qui a peut-être beaucoup de compétences techniques, effectivement, de se former dans l'entreprise, d'être capable d'avoir une forme d'intelligence relationnelle, d'être capable de gérer habilement une relation client, d'être capable de manager d'autres personnes. Donc c'est essentiel, c'est complémentaire, et c'est ce qui va permettre justement, comme on le disait, encore une fois, d'être agile, de rebondir sur un autre poste et d'évoluer dans sa carrière. Alors David, dans la VAE, les soft skills, place importante, pas importante, ça se développe, ça se rétrécit, comment ça se valorise ? Je travaille depuis 8 mois, je suis commissionné par le gouvernement depuis 8 mois avec Claire Kéchat et Yannick Soubien. On rendra un rapport le mois prochain sur une réforme de la VAE qu'on a voulu beaucoup plus large que simplement mettre trois coups de tournevis sur ce système qu'on connaît bien et qui va exactement dans le sens de ce que vient de dire Stéphanie et de votre question. C'est comment on solutionne ce sujet qu'on voit arriver de plus en plus, on entend, la moitié des métiers qu'on connaît aujourd'hui auront disparu dans 10 ans.
à minima, ils se seront transformés et ils se transforment à vitesse grand V, quel que soit le métier, qu'il soit manuel, intellectuel, etc. Donc, sans connaître forcément, ou qui vont être inventés de manière éco-responsable. Enfin, on ne sait pas vraiment. Ce qu'on sait, et je retiens le mot d'agilité, et nous, c'est celui-là sur lequel on travaille, c'est-à-dire que ça transforme le rapport au diplôme et ça transforme le rapport à la gestion de ses compétences et à la formation tout au long de la vie. C'est-à-dire qu'effectivement, le diplôme n'est absolument plus le garant d'avoir une compétence maintenue pendant 20-30 ans sur un métier. C'est complètement fini. Donc, le diplôme, ça peut être un point de départ. Et effectivement, si on ne se met pas dans une démarche d'aller se remettre à jour en permanence, on risque d'avoir un problème de plus en plus d'accidents, dans des ruptures de carrière professionnelle, des choses comme ça, comme on les voit déjà. Donc, alors nous, on ne va pas jusqu'à dire qu'il faut se rediplômer toute la vie. On a inventé la formation tout au long de la vie en 2004, de mémoire. Je crois qu'on est en train de sortir des schémas de formation classiques de plus en plus. Je crois qu'avec la VAE, nous, ce qu'on a un peu exhumé en passant la VAE au tamis de ces 18 dernières années, c'est qu'en fait, c'est pas un process de validation d'acquis, c'est un process pédagogique de montée en compétence. Et c'est ça qui est très intéressant. Et ce process de montée en compétence, c'est un process de mise en mouvement des personnes parce qu'on leur demande de conduire une analyse et une auto-évaluation de ce qu'ils font et de se projeter dans le futur avec ça. Et ça donne aux personnes cette agilité, parce que ça leur fait prendre conscience de la nécessité de conscientiser chaque situation d'expérience et d'apprentissage, parce que c'est la marche de celle d'après. On peut prendre l'exemple de ce que vous êtes en train de faire comme exercice. Si vous passez une demi-heure après à dire comment j'ai mis mes intervenants dans de bonnes conditions pour qu'ils soient en forme, comment j'ai lancé le débat, etc., si chacun faisait ça à la fin de chaque journée, de chaque semaine, chaque mois, de chaque expérience, en fait, ça regorge d'une richesse absolue en termes d'assises progressives et d'ancrage des compétences. C'est quelque chose qu'on ne fait jamais. On fait un bilan de compétences tous les 20 ans, on fait une VAE tous les 15 ans peut-être, etc. Quand on a un diplôme, on se croit un petit peu à l'abri, on se croit pas dans la nécessité de s'interroger sur ce qu'on fait. Donc nous, on a beaucoup creusé ce chemin-là. Et du coup, pour revenir un peu aux soft skills, à la VAE, oui, la VAE, malgré le fait paradoxal qu'elle demande de valider des acquis techniques, métiers, fait émerger les compétences transverses, voire transférables d'un métier à l'autre. Donc c'est ça qui est très intéressant. Mais le diplôme ne les valorise pas, puisque aujourd'hui dans les référentiels de compétences des diplômes, il n'y a pas de soft skills. Donc nous, on a beaucoup creusé, on a rencontré beaucoup de spécialistes de ça. Il y a des initiatives, à mon avis, qui ne sont pas les bonnes en ce moment, c'est qu'on essaye de faire des soft skills des diplômes. C'est-à-dire qu'il y a des référentiels de compétences de soft skills qui sont déposés au répertoire national pour en devenir des diplômes. En fait, parce qu'on sait pourquoi, parce que c'est le moyen de rendre des formations finançables. Mais c'est pas la bonne démarche. C'est-à-dire que nous, on allait plus loin. On a dit qu'il faut que ce système de validation devienne un système de reconnaissance globale. Il faut que les démarches de VAE qui donnent cette agilité ne soient plus ponctuelles une fois dans une vie, soient permanentes. Il faut qu'on les insère dès le plus jeune âge. Donc il faut qu'on insère ces pratiques dans le système éducatif, de dire tiens, j'ai fait un exposé avec 3 camarades, comment j'ai interagi, qu'est-ce qui s'est passé dans cette truc-là, et je l'analyse avec quelqu'un. Et donc dans le rapport qu'on remettra au gouvernement dans quelques semaines, on suggère de créer et de remettre au goût du jour le portefeuille de numérique de compétences, notamment en s'appuyant sur la technologie des open badges, mais surtout de ne pas faire de ces badges des diplômes, parce que dès qu'on en revient au diplôme, on parle entité supérieure, on parle de les délivrer. Or, la vraie valeur d'une compétence transverse, c'est celle qu'on sait argumenter. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir lier la logique de la VAE, c'est-à-dire j'argumente sur une compétence transverse et je la mets en valeur. Et c'est comme ça qu'on travaille. Jean-François ? Alors, directeur de la formation, je me permets, d'ailleurs c'est rigolo, c'est mon profil sur LinkedIn que j'ai pas changé, donc qui est toujours sur l'ancien. Donc en tant que directeur à la Fédération nationale de la formation, quand je recrute, moi j'ai besoin d'être rassuré. Or en fait, le diplôme n'est pas mort, parce que le diplôme il rassure. Et que dans un certain nombre d'entreprises, la grille de salaire peut même changer en fonction du diplôme. Donc je pense que le diplôme, il n'est pas mort. Il existera toujours. C'est dans nos gènes en France. Ouais. Par contre, je pense que la question des soft skills et de la formation tout au long de la vie, il y a un enjeu sociétal beaucoup plus important qui est en train de se mettre en œuvre. Ça vient pas de moi, ça vient d'une conférence qui était au CEREC, qui était très intéressante, d'un philosophe belge, qui montrait comment on était passé finalement d'une logique de statut à une logique de responsabilité individuelle. Or, en fait, on est en train de mettre en place un système, puisque le contrat de travail, ça reste quand même un contrat social, en gros, celui qui n'y arrive pas, il en est responsable. C'est-à-dire, s'il n'a pas de travail, c'est un peu sa responsabilité. Et la question des soft skills s'est ajoutée à la question des compétences techniques.
Alors bien sûr que la question des soft skills est importante. Bien sûr que j'ai une équipe d'une dizaine de personnes et que quand je fais rentrer une nouvelle personne, j'ai pas dit une compétence ou un diplôme, je fais rentrer une nouvelle personne, je fais surtout rentrer un individu. Donc j'ai besoin d'être rassuré. Donc le diplôme, il est pas mort. En revanche, tout ce qui concerne l'accompagnement qui finalement permet à l'individu de connaître l'environnement dans lequel il va travailler, parce que dans tel ou tel secteur, on est plutôt collectif, est vraiment important. Et je reviens à ces questions de tests d'habileté, parce que dans les tests d'habileté, on avait dans les soft skills justement la question du collectif, puisqu'autour d'une maison, il faut prendre des mesures, s'y prendre à plusieurs. Cette question de la mesure de l'évaluation, elle est importante. Mais il faut qu'on fasse très attention à ne pas s'enfermer dans des schémas où là, on va remettre la question de stéréotypes, où on va se rebloquer. De la même manière, je le dis quand même, c'est que toutes les questions d'algorithmes, alors vous avez mis en place des règles, toutes les études montrent sur les algorithmes qu'ils sont pleins de stéréotypes. Alors je vais rebondir sur... C'est important. Alors, je vais rebondir, c'est notre point. Je vais rebondir sur un mot que vous avez utilisé, est un peu provocateur. Vous avez dit, nous les recruteurs et les entreprises, je suis entrepreneur, on a besoin d'être rassurés. Recruter autrement. Comment on passe ce sourcing, le premier sourcing de recrutement en France, c'est la cooptation. Comment on fait pour surmonter ça ? Parce que c'est une forme de sélection. Et aujourd'hui, le CV qui arrive par celui que je connais, donc qui me permet d'être rassuré, est-ce que c'est une forme d'inégalité ou pas ? Est-ce que c'est une source pour rassurer ou pas ? Est-ce que ça se contrôle par l'algorithme ou pas ? Comment on peut faire ? Est-ce que c'est encore acceptable ou pas ? Question un peu provocatrice à notre panel. Consuelo, je vous donne la parole parce que c'est à votre tour de parler. Nous, on est effectivement dans les métiers du numérique. Donc, déjà, effectivement, les compétences, elles évoluent ultra rapidement. Donc, nous, ce qu'on recherche, effectivement, comme vous disiez, les diplômes qui permettent de recruter des jeunes qui s'adaptent rapidement aux nouvelles technologies. Comme je l'ai dit au départ, c'est un secteur qui recrute beaucoup, où il y a une pénurie. C'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc la cooptation, c'est aussi pour nous un autre canal de recrutement qui est tout à fait pertinent, en tout cas dans nos métiers. Stéphanie ? Alors, il y a beaucoup de questions dans votre question. Il y en a plein, et encore. Le chat arrive. Oui. Non, rapidement, pour rebondir sur ce qui s'est dit, je suis tout à fait d'accord avec David et puis avec Jean-François sur le fait qu'il ne faut pas, quand je parlais de diplôme, c'était plutôt effectivement de la validation des acquis. Et après, là où il faut rassurer l'employeur, c'est qu'il faut quand même d'une certaine manière pouvoir le mesurer et d'une certaine manière reconnaître envers un collaborateur qu'il a acquis cette compétence-là. Donc, sans parler de diplôme, c'est vrai qu'il faut qu'on puisse, par des certain nombre de nouveaux procédés, venir indiquer que la compétence a été acquise. Je suis aussi extrêmement sensible au sujet des compétences transférables ou transversales, qui sont pour la plupart beaucoup des compétences comportementales, et c'est ce qui fait que demain on a des personnes qui seront plus agiles. Sur la charte sur les traitements algorithmiques, à la base on l'a faite parce que moi je suis convaincue, sans vouloir m'opposer à cette évolution, que ce sont des traitements qui présentent énormément de stéréotypes, qui sont très dangereux, déjà parce qu'un traitement algorithmique est fait à la base par des humains qui ont leurs propres stéréotypes, et ensuite que c'est des outils qui vont générer eux-mêmes des stéréotypes de manière assez automatique, du fait des données qui sont entrées, du fait du fonctionnement, du fait, si on n'entre pas dans le détail, mais de corrélations qui ne sont pas forcément des causalités. Donc il y a énormément de choses qui ont influé. Pour répondre à la cooptation, ça doit certainement pas être le seul moyen pour l'entreprise de recruter, parce que justement, le vrai risque, c'est de tomber dans de la répétition permanente du même profil. On va aller retrouver les mêmes personnes. Et généralement, le réseau, il est lié à l'école. Il est lié à des personnes avec qui on a beaucoup de points communs. Et nous, on a plutôt tendance à énormément encourager la diversité dans les profils. Donc, ça peut être effectivement une manière peut-être d'attirer des personnes qui n'avaient pas pensé à un emploi, ou particulièrement, je vois dans les métiers du digital, du bâtiment, c'est une manière d'en faire la promotion. Donc ça, c'est très positif. Par contre, l'entre-soi, il est à fuir absolument. Alors, le sujet de la table ronde, c'est recruter autrement. On a une question sur le chat d'un participant, j'allais dire téléspectateur, mais je pense que ce n'est pas le bon terme, sur une fois qu'on a recruté autrement,
comment on manage autrement, comment on garde autrement. L'avis des spécialistes, des managers que vous êtes. Alors pour ce qui concerne Soprasteria, c'est vrai qu'il y a des dispositifs de tutorat appuyés qui ont été mis en œuvre dès le premier jour de la formation. C'est extrêmement important d'avoir un suivi et une attention particulière pour bien s'assurer effectivement de l'acquisition de ce nouveau métier et des compétences. Par ailleurs, effectivement, la reconversion, on travaille là-dessus depuis plus de 15 ans au sein de Soprasteria. Donc on est toujours très attentif à l'évolution de ces profils, qui sont des profils atypiques, et on constate effectivement que l'évolution est tout à fait la même que des jeunes ingénieurs qui sont sortis des cursus numériques. Jean-François, le management de la diversité, facile, pas facile, comment on fait ? Alors nous, la diversité, on l'a... bon, voilà. Quoique, voilà, j'ai chef d'entreprise qui me disait j'ai que des Marocains dans mon entreprise, j'ai pas d'Algériens. Et en fait, je me suis rendu compte que en fait, j'avais un réseau. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que la question du management, elle est centrale. Elle est centrale parce qu'en fait, l'entreprise qui recrute autrement, généralement, un management autrement. Et elle met en place un certain nombre de mesures. Je vais juste donner un exemple, par exemple, sur un chantier du bâtiment. Quand vous avez un apprenti, vous avez un individu qui produit moins que le reste de l'équipe. Or, vous faites ce qu'on appelle un déboursé, c'est-à-dire qu'en gros, vous devez comptabiliser le temps agent avec ce que vous avez produit. Et donc, il y a un certain nombre d'entreprises qui, finalement, ne comptabilisent pas l'apprenti pendant un an et demi, chargent justement au tuteur d'accompagner ce recrutement, ce jeune qui arrive dans l'entreprise pour faire en sorte qu'il soit dans la logique de la production. Mais insister quand même sur le... Voilà, c'est une chaîne qui est continue, qui est très longue. Nous, on se rend compte quand même que la question de la fidélisation, elle est centrale. Elle est peut-être même plus importante que celle du recrutement. Parce qu'on parle aussi de la marque employeur. C'est que finalement, la question de la fidélisation engage l'entreprise à un management probablement assez différent, parce qu'elle met l'accent sur la volonté de garder, d'accompagner et de garder. Et souvent, ce sont des entreprises qui, à la différence des autres, n'ont pas de problème pour recruter, parce que finalement, elles sont connues comme étant des entreprises qui ont mis en place un dispositif d'accueil. Voilà, insister. Finalement, peut-être qu'il faut aussi qu'on mette la place sur la question de la fidélisation. Le lien avec moi, j'ai des chefs d'entreprise qui venaient dans les structures d'insertion, qui avaient très bien compris qu'ils avaient des publics qui étaient intéressants, qu'il fallait les accompagner. On a des dispositifs qui sont des GEC, on a des groupements d'employeurs qui accompagnent par la qualification, qui font cette interface finalement sur le volet formation pour permettre l'intégration dans l'entreprise. Après, c'est soit à l'échelle d'une entreprise, soit à l'échelle d'un secteur. Force est de reconnaître que dans le bâtiment, on est à l'échelle d'un secteur parce qu'on est très divers et on pratique ça depuis un certain temps. Mais la question du management et du manager, on ne peut pas la décorréler du recrutement autrement. Alors on arrive à la fin de cette table ronde, justement. On a probablement des entrepreneurs, des managers et des recruteurs. Si vous aviez maintenant un conseil à donner à la fois aux recruteurs et aux managers sur cette vision de recruter et manager autrement, je vous laisse chacun prendre la parole et ce sera le mot de la fin. Alors, je peux faire très court. Je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il ne faut pas hésiter à sortir de l'entreprise et aller rencontrer ces structures d'insertion, les rencontrer, aller les voir. Parce qu'il y a des belles découvertes humaines à faire. Je pense que la valeur humaine est centrale. De plus en plus, nos chefs d'entreprise nous disent « mais trouve-moi quelqu'un qui est motivé ». Alors derrière le motivé, il faut traduire. « Trouve-moi quelqu'un qui est motivé, le métier, je m'en occupe ». Consuelo, vos conseils. Moi, je voudrais vraiment remercier en fait toutes les associations qui travaillent aujourd'hui sur l'insertion et qui nous accompagnent, parce que je pense qu'on ne pourrait pas faire aujourd'hui de la reconversion et justement recruter des profils différents sans le travail qui est fait par les associations. Et j'en profite pour remercier des associations comme Tous en Stage, Femmes Ingénieurs, Elle Bouge, Job IRL, qui nous accompagnent là-dessus, justement à identifier ces profils qu'on n'aurait jamais rencontrés. Donc pour moi, recruter autrement, c'est aussi s'appuyer sur des acteurs de l'insertion qui aujourd'hui connaissent très bien le terrain. David, vos conseils
vos préconisations. Moi, je ne vais pas donner un conseil tout de suite, je vais répondre à la question d'avant, parce qu'elle répond aussi à votre question. Je pense, elle est essentielle, la question de la personne. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a recruté, si on n'accompagne pas les personnes après, ça sert strictement à rien. Super, ça se recoupe Donc, avec la conclusion. Non, mais bien sûr. Et nous, dans le contrat pro que j'évoquais tout à l'heure, faut quand même aussi rappeler que parfois il y a une vraie rupture culturelle par rapport à ce qu'on a pu connaître nous dans les générations d'avant sur des simples actions comportementales, arriver tôt au boulot, écouter une consigne, la respecter, etc., etc. Donc ça nécessite un accompagnement qui va au-delà de l'accompagnement métier. Donc il y a un truc essentiel, c'est pouvoir individualiser au maximum l'intégration des personnes et les suivre individuellement dans leur rythme de progression, mais parfois aussi avoir un accompagnement qui sort du métier et de la technique. Nous, on met en place, on fait venir un coach sportif, on leur fait de l'impro théâtrale, on leur fait faire des randos, on leur fait faire des ateliers d'analyse de l'actualité. On bosse avec des associations aussi parfois quand il y a besoin de problèmes de régler des problèmes de mobilité, d'accès au logement, de difficultés familiales. Et donc en fait, à mon avis, je pense qu'on peut pas complètement recruter autrement sans prévoir aussi des actions d'individualisation et d'accompagnement assez fortes derrière. Donc ça, c'était pour répondre à la question d'avant et pour conclure. Je sais pas si je peux donner un conseil, mais effectivement, le diplôme c'est rassurant. On a besoin de rassurer. Faut renforcer le diplôme. Il y a aucun sujet. Faut pas supprimer le diplôme. C'est un monolithe chez nous c'est le doudou pour s'endormir, quoi. Ça rassure. Par contre, moi, j'ai envie d'envoyer le message aux entreprises qu'il existe aujourd'hui des manières de former par le travail qui existent juridiquement, qui sont très récentes. On peut même maintenant diplômer par le travail. Donc, on court depuis des années après cette notion d'entreprise apprenante. Maintenant, ça peut devenir une réalité. Donc, j'encourage les entreprises à recruter dans un couple recrutement-accompagnement qui est vraiment très, très efficace. Merci. Stéphanie? J'irais vraiment exactement dans le même sens. C'était la même conclusion, c'est d'ouvrir au maximum parce que voilà, il faut surtout pas utiliser des outils qui viennent aujourd'hui fermer et réduire le champ des possibles pour les candidats. D'où tout le travail qu'on fait nous aussi au niveau associatif pour justement tous ces traitements viennent pas réduire à un seul profil idéal qui semblerait être le seul qui correspondrait à tout un tas d'attentes de l'employeur, mais au contraire s'ouvrir au maximum et derrière offrir tout cet accompagnement, potentiellement cette formation et le retour de tous nos clients qui sont pas restés dans des schémas, qui ont ouvert vraiment leurs critères de recrutement, qui sont allés chercher des personnes non diplômées, c'est qu'ils ont été vraiment impressionnés derrière par finalement l'adhésion que ça a pu créer, la rétention que ça a pu créer, le collectif et puis finalement cet attachement à l'entreprise qui n'a rien à voir. Et je pense qu'aujourd'hui, on est peut-être moins dans une tension très forte en termes de candidats que celle qu'on a connue il y a encore un an. Mais néanmoins, ça reste tout aussi compliqué. Et aujourd'hui, on ne peut qu'encourager justement les entreprises à avoir cette démarche qui est une démarche qui est vraiment gagnant-gagnant, à la fois pour quelqu'un qu'on va faire grandir et qu'on sera allé chercher alors qu'il avait a priori pas le profil qui correspondait à l'ensemble des attendus. Et derrière, qu'on va faire grandir avec l'entreprise dans un projet qui est commun. Voilà. Bien, merci à vous. Merci pour vos interventions. Merci pour vos conseils, vos expertises, vos expériences. Je crois qu'on s'est tous enrichis. En tout cas, moi, j'ai appris plein de trucs. J'ai d'ailleurs une VAE à faire, donc je vais attraper David tout à l'heure. Je vous remercie. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Merci. Et puis, continuez à vous connecter sur le site, puisque la semaine de l'égalité des chances avec le MEDEF et l'Association française des managers de la diversité n'est pas terminée. Demain, encore des tables rondes, des conseils, des experts pour vous aider, pour réfléchir, pour débattre. Bonne soirée.